Salam alaikum, calendrier lunaire musulman, définition unique universelle. Alors, cette vidéo, c'est la suite de la vidéo précédente qui avait résumé dans un tableau les 5 calendriers utilisés dans le monde musulman. Donc maintenant, nous allons discuter de manière un peu plus détaillée mais succincte certaines de ces caractéristiques. Alors, tout d'abord, comment est-ce qu'on définit un calendrier lunaire naturel? Reprenons la marche du temps, donc on a un 1er janvier, 2 janvier, et puis le 3 janvier, on a une première conjonction lunaire, la CL1, qui remet les compteurs à zéro pour la nouvelle période mensuelle. Et puis le 2 février, on a une nouvelle conjonction lunaire qui clôture cette période mensuelle. Alors qu'est-ce qui est déterminé? C'est la durée du mois lunaire inscrite entre CL1 et CL2. Par contre, on ne sait pas le nombre de jours qu'elle comporte. Pour cela, ce qui manque, c'est de définir le temps de référence, qui est un temps de référence relatif et non pas absolu. Pour l'exemple de la simulation, je prends 2 heures du matin, qui est un temps fixe, et qui aurait pu être un temps flottant qui change chaque jour. Donc voilà, on le place, et il suffit de compter le nombre de réalisations de ce temps de référence durant ce cycle lunaire pour déterminer le nombre de jours. Entre le 4 janvier et le 2 février, il y a 30 jours qui commencent à 2 heures du matin. Continuons la marche du temps, 3, 4 février, 28 février, 1er mars, le 2 mars, 3 mars et 4 mars, nouvelle conjonction lunaire qui clôture cette nouvelle période. Donc là aussi, on a une nouvelle durée du mois lunaire et dans lequel on recense 30 jours commençant à 2 heures du matin. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Tout d'abord que c'est le mois qui définit le jour, puisque on voit que les frontières temporelles du cycle lunaire mensuel sont préfixées dans la nature et à partir de là, on extrait le nombre de jours. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour le calendrier solaire où c'est le jour qui définit le mois. Ensuite, on ne peut utiliser qu'un seul temps de référence à la fois pour définir un calendrier. Si vous avez plusieurs activités, il va falloir définir autant d'agenda que d'activités si vous voulez utiliser un calendrier lunaire. Ensuite, et là c'est important, on voit trois choses. Le cycle lunaire mensuel est prédéfini par Dieu dans la nature, c'est-à-dire que l'homme n'y peut rien, il ne peut absolument rien modifier de ses frontières temporelles, il ne peut pas transgresser les frontières temporelles du cycle lunaire. Donc on a deux paramètres naturels qui sont préfixés par Allah Azzawajal. Voilà. Ensuite, pour les musulmans, l'instant imsek est défini par Dieu aussi, mais dans le Coran. Le nombre de mois constitué une année lunaire est de 12, tel qu'il est défini par Dieu dans les textes de l'islam. Ce n'est pas la nature qui nous dit qu'il faut prendre 12 mois. Donc, il y a 4 paramètres qui sont entièrement définis par Allah Azzawajal, 2 dans la nature et 2 dans les textes. Nous voyons donc que la définition du calendrier numéro 1, qui utilise ces 4 paramètres, qui est entièrement définie par Dieu de par la physique et de par la métaphysique. En ce sens, elle est unique. Elle est aussi universelle puisque chaque musulman dans le monde est tenu de respecter cette définition. Ensuite, le musulman n'a plus la liberté de se substituer à Dieu pour définir artificiellement des calendriers lunaires du moment que la volonté divine s'est exprimée, ce qui n'était pas le cas du calendrier solaire. Alors maintenant, remarque importante, dire qu'il y a une définition unique et universelle du calendrier lunaire à l'usage de l'islam ne veut pas dire que la réalisation, l'application de ce calendrier dans le monde est unique et universelle. Ceci tient à une propriété naturelle du cycle lunaire que nous allons discuter dans d'autres vidéos en long et en large et que nous allons illustrer de manière simple dans cette vidéo un peu plus tard, qui veut qu'à chaque conjonction lunaire correspond 2 premiers jours du mois dans le monde, c'est-à-dire qu'il va se dessiner une région dans le monde qui va commencer un jour avant l'autre. La configuration géographique de ces régions change à chaque conjonction lunaire. De la même manière, il y aura 2 derniers jours du mois dans le monde, et si on considère simultanément les 2 conjonctions lunaires pour un mois, on va avoir 3 calendriers pour un mois dans le monde, 2 qui vont compter 29 jours décalés dans le temps, puisque dans une région va commencer au plus tôt et terminer au plus tôt, l'autre région va commencer un jour plus tard et terminer un jour plus tard, donc les deux vont compter 29 jours. Par contre, une troisième région, celle qui va commencer au plus tôt avec une région et terminer au plus tard avec l'autre région, elle va compter 30 jours. Et cette configuration géographique du calendrier, elle va changer toutes les 2 conjonctions lunaires. Donc, conclusion, il ne faut pas confondre, dire qu'il existe une définition unique, universelle du calendrier lunaire à l'usage de l'islam ne veut pas dire qu'il y a un calendrier unique et universel dans le monde. Alors, on en vient à la prochaine question qui concerne les différences entre calendrier lunaire naturel et artificiel. Alors, un calendrier lunaire naturel, on en a déjà parlé, c'est un calendrier qui respecte l'ordre naturel du cycle lunaire et en particulier
l'agenda rythmé par les conjonctions lunaires que nous avons appelées ici Dark New Moon, la conjonction lunaire numéro 9 et la conjonction lunaire numéro 10. Ce respect de l'ordre naturel du cycle lunaire permet de déterminer deux éléments fondamentaux: la durée de la période mensuelle, qui est inscrite en deux conjonctions lunaires consécutives, comme vous le voyez là et là, et puis le nombre de jours inclus dans ce mois. Dans cet exemple, il y a 30 jours. Pour les calendriers lunaires artificiels, il en va tout autrement, parce que nous avons vu que ces calendriers étaient incapables de déterminer le nombre de jours correctement, et notamment le nombre de jours frontières, les premiers et derniers jours, et la durée des périodes mensuelles restait indéterminée. Imaginez qu'on rejette le premier jour pour le mois M9. Ça voudrait dire que le premier jour va donc constituer le dernier jour du mois M8, c'est-à-dire le 30e. Pour que cela soit possible, il faudrait récuser cette muraille de temps qui a été érigée naturellement par Allah Azzawajal pour séparer les périodes mensuelles des mois M8 et M9, en la remplaçant par une autre muraille artificielle, cette fois-ci une pseudo-conjonction lunaire artificielle, qui va être positionnée ici dans cette zone hachurée, même si on ne sait pas de manière précise où est-ce qu'elle va être. Alors, en conséquence, en récusant cette conjonction lunaire naturelle, on a donc modifié les frontières du calendrier M8 et M9. Le premier jour ici est devenu le 30e du mois M8 et le deuxième ici est devenu le premier du mois M9. Donc on a une transgression de la conjonction lunaire numéro 9. On a une deuxième variante dans laquelle les deux conjonctions lunaires 9 et 10 vont être transgressées et remplacées par des pseudo-conjonctions lunaires artificielles. Donc là on était parti de 30 jours pour aboutir à 29 jours, et de nouveau on repart sur 30 jours même si les jours frontières ne sont pas corrects. Que faut-il conclure? Donc, alors, on a très bien compris que les mois artificiels ne respectent pas les conjonctions lunaires, ils les transgressent, puisqu'ils ne respectent pas l'ordre naturel du cycle lunaire. Mais en plus, ces mois artificiels ont des durées indéterminées. Et on peut le voir ici. On est incapable de déterminer les temps T1, T2, T3, T4 associés à la partition du cycle journalier du dernier jour. Donc voilà, donc à partir de là, vous voyez bien que la durée des mois artificiels va rester indéterminée. Et puis vous voyez bien ici que le seuil de rejet sur le premier jour n'est pas une conséquence naturelle du cycle lunaire, c'est une conséquence fallacieuse d'un mauvais raisonnement, d'un mauvais paradigme, d'une mauvaise définition du calendrier lunaire. Le premier jour est rejeté parce qu'on considère qu'il arrive trop tôt par rapport à ce qu'il devrait être dans nos illusions. Voilà, donc maintenant j'aimerais dire une dernière chose, signaler une aberration notamment. Je ne vous l'ai pas dit auparavant, mais il faut savoir que les calendriers 2 à 5 sont des calendriers qui ont été déclarés calendriers légaux, taqwim shara'i, qui reposent sur des définitions légales. Alors, on vient de voir que ces calendriers ne respectent pas l'ordre naturel du cycle lunaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils passent leur temps à transgresser les conjonctions lunaires, donc les frontières physiques des périodes mensuelles. Alors, par opposition, cela voudrait dire que tout calendrier qui respecte cet ordre naturel, et notamment le calendrier numéro 1, expression de la volonté divine, est déclaré illégal. Donc je vous laisse méditer cette aberration. Et voilà, donc maintenant, nous allons voir pourquoi l'usage d'un temps de référence absolu pour caractériser techniquement le début d'un jour lunaire est un non-sens, contrairement justement au calendrier solaire qui a été construit sur l'idée de l'existence d'un temps de référence absolu. Alors pour cela, on définit une période mensuelle qui est comprise entre deux conjonctions lunaires consécutives que j'ai appelées CL1 et CL2. CL1 a lieu le 1er janvier et CL2 a lieu le 31 janvier. Voilà. Et on va considérer les calendriers relatifs à deux temps, 5 heures du matin en rouge, qui fait allusion à l'IMSEC, et 20 heures en vert qui fait allusion au Maghreb. Commençons par le calendrier lunaire naturel Maghreb qui va recenser les jours commençant à 20 heures. Nous voyons que le premier passage de l'instant 20 heures a lieu le 2 janvier. Le dernier a lieu le 30 janvier. Donc, entre le 2 et 30 janvier, nous pouvons recenser 29 jours commençant à 20 heures. Maintenant, on fait la même chose avec 5 heures du matin. Nous voyons que le premier jour commence le 2 janvier et le dernier passage a lieu le 31 janvier. Donc entre le 2 et le 31 janvier, nous recensons 30 jours. Que se passe-t-il si on dit que nous allons recenser les jours commençant à 5 heures du matin mais qui sont indexés
sur l'instant de référence absolu qui est 20 heures. C'était le cas du calendrier numéro 2. On voit tout de suite que le premier passage à 5 heures du matin le 2 janvier ne va pas être comptabilisé puisque lui va être indexé sur un temps de référence absolu 20 heures appartenant à une période mensuelle antérieure. Celui-là va être rejeté et on va commencer à comptabiliser les réalisations qui auront lieu à partir du 3 janvier jusqu'au 31 janvier. Donc nous voyons bien ici une transgression de cette conjonction lunaire, puisque on l'a remplacée par une conjonction lunaire artificielle qui a lieu ici, à peu près, hein, en tout cas c'est l'une des possibilités, et à partir de là, nous pouvons recenser 29 jours entre le 3 et le 31 janvier, au lieu que ça soit entre le 2 et le 31 janvier. Ceci démontre l'aberration de l'usage du temps de référence absolu pour caractériser un jour lunaire, et on comprend très bien pourquoi, puisque l'indexation se fait entre deux temps de référence qui n'appartiennent pas à la même période mensuelle. Alors, prochaine question, mesure du seuil horaire de réjection du premier jour du mois. Vous vous rappelez que je vous avais donné à titre indicatif des valeurs des seuils horaires de réjection pour chaque calendrier. Donc voilà, donc là je vais vous dire comment je les ai mesurés. Donc d'abord j'ai pris comme ville de référence Lausanne et j'ai considéré tous les relevés astronomiques, les tables horaires qui permettaient de calculer l'intervalle de temps entre la conjonction lunaire et le début du premier jour du mois lunaire. Et ceci entre 1938 et 2038. Donc autrement dit pour 104 années lunaires ou si vous voulez 101 années solaires. Et pour chaque année, j'ai considéré que 2 mois, le mois de Ramadan et le mois de Chouel, autrement dit, j'avais 2 points par année, ce qui nous donne au total 208 points. Et donc ce que vous voyez, c'est la distribution de ces 208 points sur 10 intervalles de temps, chaque intervalle de temps s'étalant sur environ 2 heures et demie. Alors quels sont les résultats? On voit que pour le calendrier numéro 1, qui est expression de la volonté divine, nous voyons deux résultats principaux. Le premier, c'est que cette distribution, elle reste conscrite dans cet intervalle de 24 heures. L'intervalle de temps entre le premier jour du mois et la conjonction lunaire ne dépasse pas les 24 heures. Et c'est ce qui était attendu. Par contre, ce qui était moins attendu, c'est cette distribution équiprobable, cette distribution qu'on voit qui est plate, ça veut dire qu'il y a à peu près en moyenne le même nombre de poids dans chaque intervalle de temps, ce qui indique que nous avons autant de chances de trouver un début de premier jour qui commence en moins de 5 minutes la conjonction lunaire, que de 10 minutes, que de 15 minutes, qu'une demi-heure, qu'une heure, que 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures ou 24 heures. Donc ceci est un résultat inattendu et c'est un résultat qui caractérise justement ce calendrier numéro 1 qui respecte l'ordre naturel du cycle lunaire et qui est donc cohérent aussi bien avec la vérité scientifique que la vérité qui émane des textes. Voilà une autre empreinte naturelle du calendrier numéro 1. Pour les autres calendriers, on voit que les choses sont complètement différentes. On voit que pour le calendrier numéro 2, par exemple, la distribution, elle a une toute autre forme, puisqu'elle est, on va dire qu'elle est quelconque, d'une part, et d'autre part, on voit une partie de cette distribution déborde du cadre de cet intervalle de 24 heures, ce qui veut dire que les points qui sont là représentent des débuts de premier jour de mois qui ont lieu à plus de 24 heures après la conjonction lunaire, ce qui est une aberration en soi. Enfin, le deuxième résultat, on voit bien ici qu'il n'y a aucun point à moins de 8 heures après la conjonction lunaire. Ceci nous donne un seuil horaire de réjection qui est de l'ordre de 8 heures en moyenne pour le calendrier 2. De la même manière, pour le calendrier 4, on voit que c'est encore plus grave puisque la distribution, elle sort quasiment complètement de cet intervalle de 24 heures. Ça veut dire que la quasi-totalité des premiers jours vont commencer au-delà de 24 heures après la conjonction lunaire. Et ici, nous avons un seuil horaire de réjection de 18 heures. Pour le calendrier 3, il est à pas moins que 12 heures en moyenne. Alors, prochaine question, résumé des différents modes de déformation du calendrier lunaire naturel en considérant simplement le rejet du premier jour et non pas le rejet du dernier jour dont on va parler tout à l'heure. Le calendrier 1 donc est pris comme référence, donc niveau d'erreur 0. Quels sont les modes de déformation donc avec les calendriers 2, 3, 4 et 5? Pour le calendrier 2 et 3, nous avons un premier mode de déformation qui est la contraction, et lorsque le mois compte 30 jours. Dans ce cas, il y a transgression de la première conjonction lunaire, niveau d'erreur 1 jour. Pour le calendrier 2 ou 3, on a un deuxième mode qui est le rallongement. Cette fois-ci, la première conjonction lunaire est respectée, elle n'est pas transgressée, mais c'est la deuxième qui est transgressée. On a un rallongement d'1 jour si les calendriers comptent 29 jours. Donc on passe de 29 à 30 jours. Et là, idem, on a un niveau d'erreur d'1 jour sur tout le mois. Et puis,
Le troisième mode de déformation, c'est le mode de décalage qui ne concerne pas le calendrier 2, mais simplement les calendriers 3 et 4, qui va décaler d'un jour le début et la fin du mois. Là, c'est les deux conjonctions lunaires qui sont transgressées. On a un niveau d'erreur de 2 jours. Et pour le calendrier 5, on va avoir un mode de décalage en accordéon, 2 jours d'un côté et d'un jour de l'autre, et vice-versa. Ce qui va nous donner un niveau d'erreur qui est supérieur ou égal à 3 jours. Voilà, alors, prochaine question, symétrie de rejet des premiers et derniers jours. Alors, on va prendre un exemple simple pour illustrer le propos. Voilà, donc, si on considère, pour commencer le rejet du premier jour, on prend l'exemple de ce mois à 29 jours qui est interrompu par cette conjonction lunaire qui remet les compteurs à zéro pour le prochain mois. Peu importe le calendrier artificiel considéré, on va définir une zone de rejet horaire d'un côté et de l'autre, et on voit qu'il y a une seule victime, c'est le premier jour du mois naissant. Okay, donc dans ce cas, on va déformer le calendrier. Cette conjonction lunaire va être transgressée et remplacée par une pseudo-conjonction lunaire artificielle qui va être mise ici au hasard. On voit que le mois antérieur qui comptait 29 jours au départ, il va se retrouver avec 30 jours, donc rallongement, et celui-là, il va être contracté d'un jour. On reprend les 2 mois précédents, sauf qu'on va déplacer la conjonction lunaire ici. On va remettre les zones horaires de réjection à droite et à gauche, et on voit que cette fois-ci, le premier jour est loin de la zone horaire, donc il ne va pas être rejeté. Par contre, le dernier jour ici, comme il est trop proche de la conjonction lunaire, il va être inclus dans la zone horaire de réjection, et il va donc être rejeté. Donc on va passer de 29 jours à 28 jours, donc on se retrouve avec un mois de 28 jours à gauche, et une rallonge d'1 jour sur le mois naissant. Donc conséquence non physique du rejet de dernier jour qui est inclus dans les paradigmes des calendriers de 2 à 5, on peut avoir soit une contraction de 28 jours, soit... Voilà, alors maintenant nous arrivons au dernier chapitre, interprétation correcte des textes scripturaires. Donc nous en avions discuté de manière succincte dans la précédente vidéo, et là nous allons préciser davantage d'éléments. Alors, observation concernant le postulat du jour légal. Alors, il est aujourd'hui le principal responsable de la déroute des musulmans sur le thème du calendrier lunaire. Contrairement à l'affirmation du postulat, la nuit ne précède pas toujours le jour, techniquement parlé, et non pas dans l'absolu, bien sûr. C'est le cas si la conjonction lunaire survient le jour, zone verte dans le calendrier 2 par exemple. Ce n'est pas le cas si la conjonction lunaire survient la nuit, zone blanche dans le calendrier 2 par exemple. Voilà. Alors maintenant, nous allons préciser cela en envisageant les deux cas. Le premier cas, c'est lorsque la conjonction lunaire se produit le jour, dans l'intervalle de temps Imsak Maghreb, dans le sens des aiguilles du mois. Si on regarde ce qui se passe avec la marche du temps, donc là nous avons défini un mois lunaire hypothétique durant le mois de janvier. Première conjonction lunaire a lieu le 1er janvier, et la deuxième conjonction lunaire qui ferme le mois, elle a lieu le 30 janvier. Nous allons énumérer les nuits dans l'absolu, ou si vous voulez, on va considérer le calendrier lunaire naturel Maghreb, donc qui prend comme temps de référence relatif l'instant Maghreb. La première nuit a lieu le 1er janvier, la deuxième le 2 janvier, etc. Voilà, donc c'est les barres vertes. Maintenant, on va énumérer les jours, notamment les temps IMSEC dans le cadre du calendrier naturel IMSEC. Le premier jour commence le 2, le deuxième le 3, etc. Le 3 janvier, le troisième le 4, et le dernier jour, c'est-à-dire le 29e jour du mois, a lieu le 30. Ce qu'on constate d'emblée, la nuit va précéder le jour. Après la conjonction lunaire, le premier instant de passage, c'est le Maghreb, puis vient le IMSEC, etc. Examinons quelle est la correspondance des parités entre la nuit absolue et la nuit dans le cadre du calendrier naturel IMSEC, dans le cadre du calendrier numéro 1. La deuxième nuit absolue correspond à la première nuit dans le cadre du calendrier naturel IMSEC. Voilà. Ensuite, la troisième nuit dans l'absolu correspond à la deuxième nuit dans le cadre du calendrier naturel IMSEC, etc. Les nuits absolues, lorsqu'elles ont une parité impaire, dans le cadre du calendrier naturel IMSEC, ces nuits auront une parité paire. C'est la même nuit, c'est juste qu'elles ne sont pas chiffrées, indexées de la même manière dans les deux calendriers. Donc au final, on peut dire que le rang des nuits potentielles impaires du destin dans ce cas de figure vont correspondre à des nuits paires inférieures dans le calendrier naturel IMSEC ou le calendrier numéro 1. Le deuxième cas de figure qui se pose, c'est lorsque cette conjonction lunaire se produit la nuit dans l'intervalle de temps Maghreb-Imsek dans le sens des aiguilles du mois. On va replacer nos instants Imsek-Maghreb, mais cette fois-ci avec une redéfinition
du mois lunaire ou des frontières temporelles du mois lunaire, la condition a changé. La conjonction lunaire, elle va être positionnée entre le Maghreb et l'Imsak, la nuit. Si on énumère les nuits dans l'absolu, on voit que la première nuit a lieu le 2 janvier, la deuxième le 3, etc. et la dernière le 30 janvier. Le premier passage Imsak a lieu dans ce cas le 2 janvier, mais avant le premier passage Maghreb, puis etc. Et puis ici, nous avons le dernier passage Imsak du mois. Dans ce cas, le jour précède la nuit, puisque l'instant Imsak va précéder le premier instant Maghreb du mois. Dans ce cas, la première nuit dans l'absolu va correspondre à la première nuit relative au calendrier naturel Imsak. Et ainsi de suite. La 27e nuit potentielle du destin va correspondre à la nuit qui va suivre le 27e jour de jeûne. Interprétation cohérente et consistance des hadiths sur la condition de visibilité du levant. Ibn Abbas radiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. Ce hadith n'indique pas que le premier jour effectif du mois est celui qui suit la visibilité du croissant lunaire. Pourquoi? Parce que on sait aujourd'hui que pour pouvoir voir le levant sans instrument, il faudrait que ce dernier ait au moins 16 heures d'âge, ce qui signifie pour cette époque que le premier jour effectif était déjà passé. Ainsi, donc ce hadith dit seulement que la visibilité du levant indique que le mois a effectivement commencé et qu'on peut dans ce cas entamer ou arrêter le jeûne, mais nous ne savons pas si c'est le premier, le deuxième et le troisième jour. Et c'est ce qui confirme cette interprétation, c'est l'obligation de retarder d'un jour le début de l'activité rituelle en cas de couverture nuageuse. En effet, nous savons aujourd'hui que le premier jour effectif des mois ne dépend pas de la couverture nuageuse, mais seulement de l'alignement Terre, Lune, Soleil. Que fallait-il comprendre de ce hadith? Il fallait comprendre un seul mot d'ordre, retarder seulement pour s'assurer, et dans le sens contraire, si on est sûr, il n'y a aucune nécessité de retarder. Ça veut dire que si on connaît le premier jour effectif du mois, il n'y a plus de nuit du doute et donc il n'y a plus aucune raison de guetter la visibilité du croissant lunaire ni de la calculer. Alors, ceci est intéressant puisque nous pouvons appliquer de manière abstraite le hadith par ces temps modernes, notamment lorsqu'on ne connaît pas, on n'a pas su déterminer l'instant Imsak et que la conjonction lunaire a eu lieu durant le crépuscule astronomique. Alors, à ce moment-là, ce hadith nous donne dans l'abstrait le droit de retarder d'un jour le début du mois. Donc, ce qu'il faut préciser maintenant, je n'en ai pas parlé auparavant, c'est que en pratique, les calendriers 2, 3, 4 et 5 n'ont aucun sens dans le cas du monothéisme, c'est-à-dire unicité de Dieu, dans le sens la question n'est pas une question de précision. La précision, c'est un confort, mais ce n'est pas déterminant. Ce qui est important, c'est d'être cohérent aussi bien avec les textes qu'avec la vérité scientifique. Le fait de ne pas être cohérent relève de l'asynchronisme duothéique, c'est-à-dire c'est une manière de distinguer dans la forme, pas dans le fond, parce qu'on croit en un seul Dieu, en un Dieu unique, mais dans la forme, on distingue entre un Dieu de la science et un Dieu de la religion à des temps différents. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Allah Azza wa Jal qui cite cela dans Sourate An-Nahl, versets 51 et 52. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِثْنَيْنِ, deux dieux, diothéisme, إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, et il explique qui sont ces deux dieux, وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, donc le Dieu de la science, وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبٌ, le Dieu de la religion, أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. Donc c'est vraiment dans la pratique, sans se rendre compte, que nous distinguons entre un Dieu de la science et un Dieu de la religion à des temps différents. Et ces calendriers 2, 3, 4 et 5 illustrent justement cet asynchronisme duothéique. C'est peut-être un héritage du passé parce qu'à l'époque, la connaissance scientifique n'était pas suffisante pour l'utiliser et améliorer notre compréhension des textes. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas faire comme avant. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de vérifier, de valider que nos interprétations des textes sont cohérentes avec la vérité scientifique et ça va dans les deux sens. Donc à partir de là, nous pouvons dire que le calendrier 1 est le seul qui est conforme à l'unicité de Dieu dans le fond et dans la forme. Il est le seul qui réunit les critères d'accréditation par rapport aux dimensions physiques et métaphysiques dans le cadre de l'islam.
Aujourd'hui, ce que je dénonce avec ça, c'est que les musulmans ont trop pris l'habitude d'interpréter les textes par les textes. Alors, c'est possible dans beaucoup de cas, mais on voit ici que ce n'est pas possible dans le cas de cette question du calendrier lunaire et même de l'IMSEC. Et par contre, ils ne récusent pas la science ou la technologie, mais pour eux, ça relève simplement du confort de la vie. En aucun cas, ils voudraient utiliser cette connaissance scientifique pour améliorer notre interprétation et notre compréhension des textes de l'islam. Alors, conclusion, le calendrier lunaire naturel IMSEC, ou ce qu'on appelait calendrier 1, convient bien à l'usage de l'islam, car il est l'expression intégrale de la volonté divine. Donc, il est compatible en termes de cohérence et de consistance avec la vérité scientifique et celle émanant des textes scripturaires, Coran et Hadith, bien sûr. La définition du calendrier 1 est unique et universelle pour l'islam, elle est l'expression de cette volonté divine, et notamment pour lesquels les 4 paramètres fondamentaux qui définissent un calendrier ont été entièrement définis par Allah Azzawajal dans la nature et dans les textes. Mais la réalisation calendrique de cette définition dans le monde est décentralisée sur 2 régions pour ce qui concerne le premier jour, avec une configuration qui change à chaque conjonction lunaire, c'est jamais la même, et sur 3 régions pour ce qui concerne le mois, avec une configuration qui change chaque mois. Le calendrier lunaire naturel IMSEC, lui, concilie IMSEC et nuit du destin, ainsi que toute autre considération, comme le tarawih, etc., puisque nous avons vu que nous pouvions définir des règles qui permettent de jeter le pont entre les calendriers IMSEC et Maghreb, d'accord, notamment pour définir les parités des nuits potentielles du destin, dans le cadre du calendrier numéro 1. Le postulat du jour légal n'a aucun sens car il n'est pas réalisé par la nature la moitié du temps. Donc on a vu que selon l'instant d'occurrence de la conjonction lunaire, la nuit ou le jour, c'est la nuit qui précède le jour ou le jour qui précède la nuit, techniquement pour caractériser le jour lunaire. Le hadith de la visibilité ne renseigne pas sur le premier jour effectif du mois, mais seulement sur le commencement du mois. Il est conditionné par la méconnaissance du premier jour effectif du mois, qui donne tout son sens à l'existence de la nuit du doute. Donc s'il n'y a pas de nuit de doute, et si on connaît le premier jour effectif du mois, il n'y a plus besoin d'avoir recours à la visibilité du levant ou du croissant lunaire, ni même de le calculer. Ceci est un véritable non-sens, notamment, vous vous rappelez, en ce qui concerne les calendriers 3 et 4, qui sont largement utilisés aujourd'hui dans le monde musulman. Le calendrier 1 respecte le fond et la forme du monothéisme et s'oppose au duothéisme, donc il est accrédité, et en plus il est accrédité par Sourate An-Nahl, versets 51 et 52. Voilà, donc seul le calendrier 1 est adapté à l'usage de l'islam, puisque nous avons vu un petit peu toutes ces caractéristiques dans le tableau récapitulatif. Et tous les autres calendriers, donc 2 à 5, ils sont tout simplement impropres à l'usage de l'islam, tel que révélé aujourd'hui par l'ère moderne, et ainsi que le cadre de pensée qui a engendré ces défaillances. Donc un petit peu, ce cadre de pensée est bien entendu à revoir. Donc c'est le cadre de pensée de l'herméneutique de l'islam qui est à revoir. Alors comment est-ce qu'il faut le revoir? En améliorant la démarche utilisée, et notamment en adoptant une démarche scientifique inclusive, d'où la nécessité de créer ce que je pourrais appeler ces instituts de recherche scientifique inclusive, dont j'espère pouvoir parler à de prochaines occasions dans des vidéos, Inch'Allah. Voilà, donc ceci clôt cette deuxième vidéo. Alors, pour ceux qui veulent davantage d'explications, d'autres vidéos vont être publiées, et notamment dans l'une des dernières vidéos, il y aura un quiz ou un challenge qui vous permettra de déterminer toutes les caractéristiques du mois de Ramadan pour cette année 2022. Je n'ai pas voulu en parler volontairement pour ne pas sabrer les efforts de ceux qui veulent vraiment comprendre. Voilà, donc je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous remercie pour votre attention et subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.